Mes chers petits, rebonjour et bienvenue sur notre chaîne Confiture et Parcimonie. Et donc ce message s'adresse à mes étudiants du M1 CCA CGAO et nous allons parler aujourd'hui de la crise de 1837 aux États-Unis d'Amérique. Donc voilà quelques mots pour présenter cette crise de 1837. Je vais développer deux points principaux. Le premier, je vais vous parler des réglementations bancaires qui ont lieu, enfin qui sont en vigueur à cette époque. Et puis ensuite, je présenterai quelques informations générales pour vous faire comprendre le contexte en général de la politique et de l'économie aux États-Unis à cette époque. Alors d'abord, les systèmes bancaires américains, d'abord je parle bien de système bancaire américain au pluriel, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, il n'y a pas de système fédéral bancaire. Euh, L'apparition d'un système fédéral aura lieu avec le National Banking System à partir de 1863. En fait, à l'époque, la législation bancaire était de la responsabilité des États. Et donc, c'est un peu comme le cannabis ou la peine de mort aujourd'hui aux États-Unis. Il y a des États qui ont supprimé, ont aboli la peine de mort, et puis il y en a d'autres qui continuent, comme le Texas, à pratiquer la peine de mort. Le cannabis, c'est pareil, des États qui autorisent le cannabis, d'autres qui l'autorisent que pour des raisons thérapeutiques, et d'autres qui continuent d'interdire le cannabis aux États-Unis. Eh bien, à l'époque, euh, le système bancaire ou les réglementations bancaires étaient de la responsabilité des États, et donc vous aviez plusieurs types de réglementations qui avaient lieu, et donc en fait, à chaque État correspondait un type de réglementation. Et donc, ça allait de la liberté bancaire, la presque, non pas absolue, mais la plus proche, hein, de ce qu'on peut, comme au Massachusetts ou au Rhode Island, ou à l'interdiction totale des banques, comme au Kentucky, hein. Donc, vous voyez, vraiment, vous aviez un endroit où on pouvait librement établir des banques, et de l'autre côté, on passait la frontière un peu plus loin, il y avait interdiction de créer des banques. Il y avait aussi des endroits où on avait un monopole d'émission. Notamment en Illinois, vous aviez un monopole d'émission, d'ailleurs qui a fait faillite en 1837, où il y a des systèmes aussi qui sont à la fois avec liberté d'établissement, mais une très très grande réglementation, beaucoup de dispositions, comme l'État de New York, et c'est sur cet État-là qu'on va s'imposer, puisque on va faire une comparaison dans le papier que j'ai écrit avec Mathieu Bédard, mon ancien doctorant, il y avait voilà, que le système réglementé a provoqué beaucoup plus de pertes pour les déposants que le système non réglementé. Alors, parlons un peu du Massachusetts. Le Massachusetts est organisé selon une loi bancaire de 1829. Pour vous donner une idée, la réglementation bancaire au Massachusetts en 1829, c'est un cahier de 37 pages à 5. C'est tout petit. Actuellement, la réglementation bancaire en France, ça ne tient pas dans la pièce qu'on aurait occupée ensemble si jamais on n'avait pas été confiné. Et donc, pour vous donner une brève idée, c'est que les banques sont des activités commerciales comme les autres du point de vue du Massachusetts, et il n'y a pas de raison de les réglementer plus que d'autres. Et donc, il s'agit simplement, le droit commercial standard s'applique aux banques du Massachusetts. Et donc, qu'est-ce qu'il y a comme petite disposition un peu particulière? Il y a d'abord une obligation de publier des bilans semestriels. Voilà. Ça, c'est ce qui existe au Massachusetts. Et puis ça remonte un peu avant 1829, hein, il faut vérifier, mais là, normalement, parce que j'ai des chiffres là-dessus. Il y a une taxe sur les fonds propres de 1%, qui est plus élevée que, par exemple, le Rhode Island, ce qui explique que donc le pourcentage de fonds propres en total de bilan est un peu plus faible qu'au Rhode Island, de l'ordre de 60% au Massachusetts contre presque 80% au Rhode Island. Hein, la taxe sur les fonds propres, elle existe au Rhode Island, mais elle n'est que de 0,1%. Et donc ça explique que l'investissement en fonds propres est plus intéressant au Rhode Island qu'au Massachusetts. Ces banques, au Rhode Island comme au Massachusetts, comme elles ont énormément de fonds propres, imaginez 60%, 80% de fonds propres, bah, elles sont extrêmement solvables. Et la solvabilité leur permet d'être extrêmement liquides aussi, puisque elles peuvent accepter de faire des pertes pendant un laps de temps, en vendant des actifs à perte, pour pouvoir retrouver la liquidité. Et donc c'est des banques qui sont très solides, même si elles font des pertes de l'ordre de 20%, elles sont toujours debout parce que le niveau de fonds propres permet d'encaisser les pertes sans que les déposants et les détenteurs de billets soient impactés. Voilà, ces banques-là émettent des billets, évidemment. Les banques de New York émettent aussi des billets, hein, mais New York est un État beaucoup plus réglementé. Je vais vous faire un petit tableau des réglementations qui sont dedans. D'abord, vous avez une interdiction de rémunérer les dépôts. Voilà, c'est quand même important, ce qui euh, voilà, favorise les banques, puisqu'elles n'ont pas rémunéré les dépôts, et surtout,
empêche de faire de la concurrence sur le prix, et donc c'est un point important du fonctionnement de l'État de New York. Deuxième chose, les banques sont soumises à ce qu'on appelle le bond deposit system. Donc ça, c'est une réglementation qu'on retrouvera dans le National Banking System, qui sera généralisé pour pouvoir éponger l'énorme dette publique qui va être créée à partir de la guerre de sécession, hein, parce que c'est là. Mais ce système existait déjà avant, et donc c'est une idée qui date à New York. Qu'est-ce que c'est que le bond deposit system? C'est le fait d'obliger les banques à détenir des bons du trésor en contrepartie de l'émission de billets. Donc le bon du trésor sert de collatéral, hein, de garantie, pour parler français, euh, contre l'émission de billets. Et à l'époque, avant 1838, les banques de New York avaient le droit d'utiliser des bons du trésor, non seulement de l'État de New York, mais des autres États qui étaient un peu partout, enfin d'autres États de l'Union. Et le problème, ça a été que les États de l'Union, enfin ces États-là, ont commencé à arrêter de rembourser la dette, et donc les banques de New York se sont retrouvées en faillite les unes après les autres. Et à partir de 1838, l'État de New York a obligé les banques à ne détenir que ses bons du trésor à lui, et pas les bons du trésor des autres États. Et enfin, il y a ce qu'on appelle le Safety Fund System, qui est un système de garantie des dépôts, un système d'assurance obligatoire. Les banques devaient payer une prime, et ce système existe depuis 1825 à New York. Donc cette assurance, elle est obligatoire. Il y a un effet classique de l'assurance, c'est-à-dire que, comme c'est mal conçu, il y a une mutualisation des pertes d'un côté, une privatisation des gains, et ça va conduire à une faillite totale du système lors de la crise de 1837, parce que les montants assurés sont très faibles, enfin les primes étaient très faibles par rapport au montant des faillites. Alors, mon deuxième point maintenant, c'est sur les considérations de la politique économique et de la crise de 1837, parce que c'est un peu particulier. Je suppose que vous êtes tout à fait au courant de ce qui se passe aux États-Unis en 1837. Je pense que c'est sur Netflix, hein, aussi, ou Amazon Prime. Il y a d'excellents documentaires là-dessus. Et en 1837, c'est une crise de la dette publique, hein. Donc les États se trouvent en situation impécuniaire, ont toutes les peines du monde à continuer à rembourser leur dette. Exactement comme la Grèce en 2009, ici, pour la zone euro. C'est pour ça que c'est intéressant. Deuxièmement, dans le cadre politique, il y a la fermeture de la seconde banque des États-Unis, qui était une banque fédérale, qui avait le monopole du paiement des fonctionnaires sur l'ensemble de l'Union. Et Andrew Jackson était un... C'est-à-dire que les Américains sont des gens qui sont extrêmement rétifs à l'aspect fédéral, à Washington. D'ailleurs, une partie, toujours aujourd'hui, de la raison de l'élection de Trump, une des promesses de Trump, ça a été de dire, bah voilà, on va nettoyer Washington. C'est-à-dire que, bah, le pouvoir fédéral est très très mal vu du point de vue des Américains, et donc il y a une grande méfiance en partie, et cette méfiance a contribué au non-établissement d'une banque centrale. Alors, la seconde banque des États-Unis n'a jamais été une banque centrale, mais c'est une banque fédérale. Elle a toujours eu des excédents budgétaires américains, et donc elle avait le monopole pour le paiement des fonctionnaires. Et Andrew Jackson avait fait campagne en 1836 sur le fait d'abolir cette banque, parce qu'elle avait trop de pouvoir, et il ne fallait pas laisser de pouvoir aux banques. Et donc, ils sont en train de liquider cette banque qui avait quand même 40 millions de dollars d'actifs, qui était assez important, et ils ont mis 4 ans à liquider les actifs à cause de la crise, etc. Mais c'est une situation qui est particulièrement dépressive pour le système bancaire, puisque vous avez un acteur majeur qu'on détruit et qu'on oblige à vendre les actifs. Et vous avez sur mon site un papier sur l'époque de Andrew Jackson là-dessus. Alors, le point intéressant du papier qu'on a écrit avec Mathieu, c'est que le système le moins réglementé est celui qui offre le plus de protection et qui est le plus efficace pour les déposants contre les paniques bancaires. Alors, évidemment, c'est contre-intuitif, on penserait que celui qui est le plus réglementé va protéger mieux, et bien en réalité, celui qui est le plus réglementé provoque le plus de pertes, et c'est ce qui est marqué dans le papier. J'en profite pour faire la pub de mon étudiant préféré, puisque hop, voilà, il a écrit cette excellente thèse sur l'analyse économique des faillites bancaires, un essai sur les propriétés informationnelles des dérivés bancaires. Donc elle est disponible en téléchargement, si ça vous intéresse, vous aurez plein de références modernes, puisque date de 2015, sur les paniques bancaires, et pour compléter votre vue sur la question.
Bonne lecture. Vous avez donc le papier de 2015 qu'on a écrit avec Mathieu là-dessus, et je pense que ça suffit sur cette question particulière des paniques, enfin des paniques bancaires et des faillites étatiques avec les banques en question, et surtout le lien, est-ce que la réglementation nous protège? Bah, moi j'ai un gros doute de temps en temps. À bientôt et bonne lecture.